parlé de professeur Ricardo Seitenfous. Avec lui, nous allons regarder proposition feuille de route que OEA lui-même il fait pour Haïti, une feuille de route qui évalue à près de 2,3 milliards de dollars. Donc, Ricardo Seitenfous, c'est ancien représentant et secrétaire général OEA en Haïti dans les années 2010. Et puis, c'est professeur d'université, auteur de plusieurs livres, et parmi eux, l'échec de l'aide internationale en Haïti, dilemme et engagement, dilemme et égarement, et puis gagner les Nations Unies et le choléra en Haïti, coupable mais non responsable, et troisièmement, gagner les relations internationales, une vision du Sud. Donc, c'est un monde qui passait de présentation, surtout dans l'actualité en un pays qui toujours réagit par rapport avec la question de l'aide internationale. Donc, le gars avec nous, Ricardo Seitenfous, est en ligne. Professeur Seitenfous, bonjour, comment ça va? Bien, merci. Bonjour à tous, les auditeurs et auditrices. Je suis au sud du Brésil, près de l'Uruguay. Tout va bien. L'hiver va finir bientôt et on va vers le printemps. Tout à fait. Alors, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, Monsieur Seitenfous. Donc, ce matin, nous allons parler un peu sur la question de la feuille de route proposée par l'OEA, feuille de route titrée, feuille de route dirigée par Haïti pour la stabilité et la paix avec un soutien régional et international. Quand vous entendez que l'OEA, cette organisation régionale qui entame cette initiative, ça vous dit quoi, M. Seitenfous? Écoutez, il y a plusieurs observations à faire. Des observations de nature personnelle, mais également de nature structurelle. Qu'est-ce que c'est l'OEA? L'OEA a été créée en 1948 comme une enceinte de négociations diplomatiques dans les Amériques. Ça a débuté au début du XXe siècle, lorsqu'il y avait des interventions réitérées armées des États-Unis dans la région. Alors, on a préféré, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, d'avoir une enceinte de négociations où on pourrait faire un dialogue avec les États-Unis. Essentiellement, c'est de cela. Une enceinte de négociations diplomatiques. Ensuite, elle est devenue une organisation sous la conduite essentiellement des États-Unis. Je rappelle que 60% de son budget est soutenu par les États-Unis, donc c'est pas une répartition égale, mais c'est une organisation démocratique, c'est-à-dire il n'y a pas de droit de veto comme il y a au Conseil de sécurité. Il n'y a pas de possibilité de faire appel à des forces armées à travers l'OEA. Donc, c'est une organisation régionale comme tant d'autres ont été créées après la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est une organisation diplomatique, des négociations et des pourparlers diplomatiques. Bien. Elle a dans son éventail d'activités la lutte pour la démocratie. Ça, c'est plutôt quelque chose de récent, à partir de 90, 91. Et il y a la charte démocratique interaméricaine qui tente d'empêcher les coups d'État, parce que vous savez que dans la région, les coups d'État, surtout de nature militaire, sont légion, n'est-ce pas? On bat tous les records du monde des coups d'État. Donc, il a été créé à travers le compromis de Santiago cet institut de garantie démocratique. Mais c'est une organisation, encore, j'insiste, du généraliste avec la représentation diplomatique. Et c'est pas une organisation pointue pour s'attaquer à des problèmes si graves comme ceux d'Haïti, n'est-ce pas? On peut imaginer que l'OEA devrait faire ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire essayer de rapprocher les partenaires politiques, les partis politiques, les leaders, à travers le dialogue, avec le consensus national, renforcer la démocratie à travers des campagnes de sensibilisation pour les gens à aller voter, continuer à aider l'Office national d'identification, qu'elle a toujours fait, aider techniquement le CEP lorsqu'il y a les préparatifs des votations, soit
élections, soit maintenant la modification constitutionnelle, observer les élections, accompagner les jours de votation, avant et après les conséquences. Voilà, ça, c'est les spécialités de l'OEA. Il n'empêche que dans la feuille de route, on voit beaucoup plus que ça, n'est-ce pas? On voit le problème de sécurité, que l'OEA n'a aucune expérience à cela. On voit également le problème de la distribution humanitaire, que l'OEA n'a aucune expérience sur cela. Et également, on touche d'une façon superficielle les questions de développement économique qui est encore en champ où l'OEA n'a pas d'expertise. Donc voilà, ça c'est des observations à être faites sur la feuille de route. Par contre, il y a également sur les personnalités. Monsieur Hamdi n'est pas quelqu'un d'inconnu, n'est-ce pas? Il était secrétaire général adjoint chargé du dossier Haïti de 2005 à 2015. Je le connais bien. Haïti, je devrais le connaître bien. Et lui, il était, par exemple, lors des crises de 2010, n'est-ce pas? Soit après le tremblement de terre, soit la crise du choléra, soit surtout la crise politique. Il venait souvent à Port-au-Prince. J'étais là, j'étais le représentant, comme vous avez dit, du secrétaire général en Haïti. Donc, par exemple, quand on change les résultats, quand on préconise le changement de résultat, en même temps, Michel Martelly au deuxième tour, il enlevant Jules Célestin, c'est lui, M. Hamdi, qui commandait avec Colin Grenes, la mission de récompte des comptes des voix, quand cette mission devrait être seulement accompagner, observer les votations, n'est-ce pas? D'autre part, le 28 novembre 2010, la fameuse réunion, quand on a essayé de faire en sorte que le président Préval soit destitué et envoyé en exil, il était à la réunion en représentation de l'OEA. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Moi, j'étais là par hasard et c'est moi qui me suis opposé. Et c'est pour ça, on m'était opposé à cela, on m'était opposé également au changement de résultats qui a conduit Martelly avec les résultats qu'on sait, n'est-ce pas? Depuis 2024, Martelly est poursuivi par le département du Trésor des États-Unis comme corrompu, trafiquant et j'en passe. Donc, c'est pas un personnage inconnu. Vous voyez, ce que je veux dire également, c'est que je ne veux pas être rabat-joie. Je vois qu'il y a beaucoup d'espoir. Je vois dans la presse haïtienne, dans les médias haïtiens, chez les gouvernements provisoires haïtiens, il y a beaucoup d'espoir. C'est bien cela. C'est bien. Il faut voir qu'il y a souvent des pompiers qui sont des pyromanes, n'est-ce pas? Et M. Hamdi, en 2010, a été un pyromane. Alors, en écoutant vos observations personnelles sur l'organisation, vous dites que l'organisation est une organisation diplomatique et négociation. Mais il y a aussi un volet de lutte pour la démocratie, mais aussi votre appréciation du personnage Albert Hamdi, qui était, je dirais, l'un des instigateurs de l'arrivée du pouvoir Martelly en Haïti lors des élections. Donc, si je comprends bien vos observations, cela veut dire que cette feuille de route, c'est un projet chimérique. On n'a pas besoin d'en croire sur un avenir meilleur avec cette feuille de route. Je ne sais rien. Je veux être positif, je veux être optimiste, je veux être comme vous, attendre qu'on vienne nous sauver, n'est-ce pas, qu'ils viennent vous sauver. Je vais pas préjuger. Ce que je suis en train de dire, c'est simplement que l'OEA n'a pas la capacité pour faire ce qu'elle dit. Par contre, le renforcement de la démocratie, oui. Qu'est-ce que c'est le renforcement de la démocratie? C'est toutes les crises politiques qui sont à la base de toutes les crises en Haïti, qu'il y a constamment en Haïti. Avant les votations, après les votations, on n'accepte pas les résultats, on n'accepte pas les CEP constitués par les... Enfin, vous savez, je ne veux pas répéter, là c'est un grand rôle que l'OEA peut jouer. Luigi Einaudi, qui était également
des États-Unis, malgré son nom, a été pendant les années 90 un secrétaire général adjoint, la même fonction que Ramdi exerçait de 2005 à 2015. Il venait souvent en Haïti. Il a fait beaucoup d'observations, il a fait un travail extraordinaire, Luis Gianardi. Il suffit que les auditeurs et auditrices regardent ses mémoires. Lui, il comprenait Haïti. Il voyait très bien les difficultés. Il essayait d'arrondir les angles. Et ça, c'est le travail de l'OEA. Ce n'est pas monter une garde prétorienne ou monter des forces militaires. L'OEA n'a pas la capacité ni le know-how, mais surtout, elle ne peut pas le faire sans l'aval, sans le consentement du Conseil de sécurité. Ça, le maintien de la paix, la prévention du conflit, c'est le Conseil de sécurité qui a le mot pour cela depuis 1945. Donc, pour cela, il va falloir passer par le Conseil de sécurité. Et là, on voit depuis des années les difficultés d'adopter des résolutions plus fortes vis-à-vis d'Haïti. Donc, je ne vais pas être, j'insiste, un rabat-joie. Je ne vais pas personnaliser les choses. Je ne vais pas faire en sorte qu'on perd l'espérance. Non, c'est que je vais seulement attirer l'attention sur les institutions, sur les hommes qui les représentent, pour qu'on ne soit pas déçus plus tard, n'est-ce pas? Alors, qu'on fasse pas, qu'on promette pas des choses qu'on ne peut pas atteindre. D'autre part, il y a un point, si vous permettez, essentiel, c'est le financement. 2,6 milliards de dollars, c'est pas peu de choses, n'est-ce pas? Donc, il faut que ce soit un contrôle pour que les auditeurs et auditrices se rendent compte. 2,6 milliards de dollars, ça représente 30 années du budget de l'OEA. 30 années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'OEA a la capacité pour administrer ces pactoles. En 3 ans, elle doit dépenser cela en 36 mois. Donc voilà, c'est une série de questions que vous, les Haïtiens, doivent vous poser, et pour que cette feuille de route se transforme en réalité palpable, en réalité réalisable pour le bien d'Haïti et pour la paix d'Haïti. Alors c'est vrai que l'OEA est, je dirais, le maître d'œuvre de cette feuille de route, mais on peut constater, durant cette semaine, il y a aussi un tournant vers les Nations Unies, avec la rencontre du Conseil de sécurité, avec la volonté. C'est très positif. Voilà, c'est très positif. Là, on parle d'autre chose. Là, on parle d'autre chose. On parle d'une organisation qui a une expérience pour le maintien de la paix. J'espère qu'on va arriver en consensus au Conseil de sécurité, doit passer par le Conseil de sécurité. Il y a un renforcement de cette mission qui aujourd'hui est commandée par le Kenya, surtout du point de vue de l'intelligence policière, surtout des policiers, n'est-ce pas? Parce que on arrive au bout, et les Haïtiens et le peuple haïtien ne méritent pas cela. Donc on peut espérer une forme de partage des actions entre l'OEA et l'ONU. L'OEA peut se garder de s'occuper des affaires de renforcement de la démocratie et la trier, et puis les Nations Unies s'occupent des affaires militaires et humanitaires. Est-ce qu'on ne peut pas espérer une forme de partage de responsabilité en ce sens, avec l'implication des autorités haïtiennes, bien sûr? C'est ça mon vœu, c'est mon désir, c'est ça ma proposition, qu'on se partage là où on est les plus compétents. Mais n'oubliez pas qu'il y a un troisième volet très important qui est à la base de tous les malheurs d'Haïti, c'est le sous-développement économique et social, n'est-ce pas? Donc, il va falloir s'attaquer à cela. Le manque d'énergie électrique, le manque d'infrastructures, l'abandon de l'agriculture, ce sont tous des éléments de base qui, à un moment donné, j'espère plus tôt que plus tard, on doit s'attaquer, parce que la démocratie n'évite pas au milieu de la misère, n'est-ce pas, au milieu de la désespérance, ce qui se passe aujourd'hui en Haïti. Oui, et professeur Sitenfus, j'ai pris connaissance de plusieurs de vos ouvrages, et parmi lesquels l'échec de l'aide internationale en Haïti, les Nations Unies, le Koulira, et les relations internationales, une vision du Sud. Je suis à présent avec l'échec de l'aide internationale en mai, votre ouvrage, et vous avez parlé dans le chapitre 1
du trou dans la conscience occidentale. Et, comment d'abord vous expliquez cette expression et ensuite, est-ce que à partir de cette dernière, nous pourrions nous oser, bien sûr, nous oser d'être optimistes par rapport aux actions des organisations internationales qui ont d'abord une idée sur Haïti, une idée toute faite par rapport à ce qu'ils ont construit comme narratif, vous l'avez mentionné dans l'ouvrage, et ensuite leur politique vis-à-vis de l'espace de la population qui entre dans une logique hégémonique et hégémonique seulement dans leurs intérêts. Comment le peuple haïtien dans son ensemble qui a soif de sécurité, de justice surtout, peut espérer une collaboration franche, honnête, avec des objectifs clairs et des résultats qui vont satisfaire tout le monde avec cet état d'esprit? Vous me posez une question que c'est la quadrature du cercle, n'est-ce pas? Parce que j'espère que cela va se passer d'une façon correcte en bénéfice du peuple haïtien et de la stabilité et de la paix. Mais le passé ne donne pas de bons exemples, n'est-ce pas? Quand je parle du trou noir de la conscience occidentale, trou noir, on sait, c'est l'absence des lumières. C'est une expression scientifique. C'est que je veux dire que depuis toujours, l'indépendance d'Haïti a choqué. Les racines, ce que j'appelle les racines du malheur d'Haïti, provient à ces moments-là. On a isolé Haïti. On a isolé Haïti. Écoutez, il y a même le président Chirac, à un moment donné, a fait un discours, je cite dans mon livre, il dit « Haïti n'a pas été à proprement parler une colonie française ». Vous vous rendez compte de cette phrase? Vous vous rendez compte à quel point Haïti est représenté un repoussoir, n'est-ce pas? Pour qu'un président français en plus, ose dire cela publiquement. Donc, voilà, je crois qu'il a les livres d'histoire, par exemple. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Vous cherchez les livres d'histoire qu'on enseigne l'histoire de France dans les écoles en France ou en Amérique latine. Moi-même, lorsque je suis venu la première fois en Haïti en 93, je l'avoue, j'étais un ignorant total. J'étais un latino parfait vis-à-vis d'Haïti, c'est-à-dire que je ne connaissais rien. Je savais que c'était dans les Caraïbes, c'est tout. Je savais que c'était pauvre, c'est tout. C'est avec le temps et avec l'étude et avec les contacts avec le peuple haïtien, avec les autorités, avec l'histoire haïtienne, que j'ai modelé une vision de cette mauvaise ou absence d'insertion internationale d'Haïti. Haïti a découvert une série de principes pour la décolonisation, l'autodétermination des peuples, pour la Déclaration universelle des droits des hommes. Mais Haïti a été le pays le plus maltraité de l'histoire des relations internationales. Le plus maltraité de l'histoire des relations. Il y a toujours eu ce que j'appelle une attention négative vis-à-vis d'Haïti. Une attention internationale négative. Est-ce que ça va changer maintenant? Je l'espère. Je prie que cela arrive, n'est-ce pas? Parce qu'Haïti doit s'incorporer dans le système international. Haïti ne doit pas rester un parent pauvre, laissé de côté, où seulement la charité est le chemin pour la rédemption d'Haïti. Et j'ai l'impression que beaucoup de ce plan de l'OEA, est empreinte de la charité, pas de la justice. Oui. Donc, mais voyez, je veux pas jeter l'anathème, n'est-ce pas? Je suis seulement en train d'attirer l'attention des autorités du peuple haïtien sur le récent passé des relations d'Haïti avec le monde et avec les organisations internationales et avec le soi-disant groupe de pays amis d'Haïti, n'est-ce pas? Donc, on verra bien. Ce que j'appelle, c'est qu'on fasse attention. Alors, M. Saint-Ilfous, est-ce qu'on peut seulement attendre que la communauté internationale se fait une autre idée d'Haïti ou un changement de comportement vis-à-vis d'Haïti? Est-ce que, de côté des autorités haïtiennes,
est-ce que ce serait pas mieux pour que les autorités haïtiennes s'engagent davantage à discuter avec ces organisations pour mieux appréhender la réalité haïtienne, pour forcer ces organisations à faire un changement de cap et non pas rester là à espérer que d'eux-mêmes ces organisations à changer de cap ou à une autre idée ou une autre vision d'Haïti? Oui, sans doute. Vous voyez, pourquoi ces organisations, même des ambassadeurs qui arrivent à Port-au-Prince, ont un rôle politique si important? Ça, on ne trouve nulle part ailleurs, je vous assure. Aucun pays ne traite d'une façon si considérable ses envoyés spéciaux, ses diplomates, ses représentants des pays ou des organisations internationales. Pourquoi? Parce que Haïti attend le miracle venu d'ailleurs, n'est-ce pas? Or, le miracle, la solution n'est pas d'abord miraculeuse, et ensuite, elle est entre les mains des Haïtiens. On parle de l'élite haïtienne. Bien sûr, l'élite haïtienne. Mais on voit très bien ce qui se passe ces dernières années, où il y a une imbrication de l'élite politique, économique, avec les gangs. Voilà. Ça, il faut vraiment faire le choix. Identifier ce genre, monter un État. Haïti, j'utilise l'expression, a ce que j'appelle une souveraineté négative aussi. C'est-à-dire que, voilà, on donne la nationalité aux Haïtiens et voilà, qu'ils se débrouillent. Il n'y a pas de protection des Haïtiens. Et d'autre part, c'est un quasi-État. C'est pas un État failli. C'est un quasi-État. Il n'emplit pas les obligations essentielles. Par exemple, avoir un système qui puisse permettre automatiquement accorder l'acte de naissance à ceux qui naissent en Haïti. C'est pas le cas. On sait très bien qu'il y a des gens qui naissent, qui vivent, qui meurent et que l'État ne connaît pas, n'est-ce pas, en Haïti. Donc, il faut moderniser, il faut pas faire ce qui semble être la feuille de route de l'OEA de nouveau à travers la ONG, à travers les organisations internationales, publiques. Ce qu'il faut, c'est créer un État fonctionnel en Haïti. S'il y a de l'argent qui est donné à Haïti, qu'il soit donné directement à Haïti et pas des intermédiaires. Vous comprenez ce que je dis? Oui, tout à fait. Professeur... Alors, il y a toujours l'idée, Haïti n'a pas la capacité de gérer cela. Oui, bien sûr, puisqu'on ne donne pas les moyens. D'une part, il y a beaucoup de corruption. Sans doute, des corruptions, il y a partout. Il y a au Brésil ou dans mon pays, partout, il y a de la corruption. Et ce qui s'est avéré, c'est comme on n'a pas un système de justice prompt à faire son travail, c'est pas la corruption qui est grave, c'est l'impunité qui est grave, n'est-ce pas? Donc, il faut que ça soit également dans cette feuille de route la création de ces conditions minimales d'un État moderne et qui puisse, par exemple, récolter les impôts, qui puisse, par exemple, lutter contre la contrebande à la frontière terrestre d'Haïti. Vous voyez, Haïti, on sait très bien qu'il n'a pas la capacité d'avoir plus de 12 000 policiers. Il faut trouver d'autres moyens. Haïti, et c'est le pays le moins policier au monde par rapport au nombre d'habitants. Donc le peuple haïtien, c'est un peuple pacifique, c'est un peuple extraordinaire. Il est soumis à ces conditions, surtout lors des mouvements politiques. C'est après l'assassinat du président Jovenel Moïse qu'il a eu cette descente aux enfers en Haïti. Oui, professeur, et vous savez ce que je crois, et de mon intime conviction, il y a une crise hégémonique qui se profile actuellement sur la scène internationale, notamment avec les États-Unis, qui est en train d'être contestée de plus en plus au sein des organisations de représentation diplomatique telles que les Nations Unies, l'OEA, pour ne citer que cela. Mais maintenant, suivant votre dernier ouvrage sur les relations internationales, une vision du Sud, est-ce que là, il n'y a pas un droit de voir ailleurs? Voir ailleurs, je veux dire par là, de regarder de l'autre côté des relations internationales, de voir avec les États émergents ou les autres États qui connaissent plus ou moins les mêmes réalités avec nous autres en Haïti, pour voir comment on peut changer le discours, bien, la narrative sur Haïti avant même que
avant même de prendre des décisions qui vont avoir effet et sur la réalité nationale et la réalité internationale. Est-ce qu'on peut pas regarder vers l'Afrique? Est-ce qu'on peut pas regarder vers le Brésil et vers l'Amérique latine beaucoup plus profondément, au lieu de toujours rester, surtout avec la question de la police, est-ce qu'on peut toujours rester avec ce modèle de coopération internationale Nord-Sud et Nord-Sud exclusivement? Écoutez, vous avez raison. Je crois que depuis 1945, pour la première fois, ça a esquissé ça en 89 avec la chute du mur du Berlin. Mais aujourd'hui, d'une façon plus visible encore, il y a de remous dans la scène internationale, n'est-ce pas? Vous n'avez pas mentionné, mais je vais le faire. Le rôle de la Chine est croissant. Le rôle de la Chine économique, et qui dit économie, dit également politique, n'est-ce pas, au pouvoir. Donc, ça, sans doute, il faut prendre cela en considération. Mais Haïti est tributaire et otage de sa géographie, n'est-ce pas? Et sa géographie l'insère dans le monde de la Caraïbe. J'ai toujours dit qu'il y a deux grands échecs de la politique étrangère des États-Unis. C'est Cuba et Haïti. N'est-ce pas? C'est vraiment aux portes de Miami et c'est deux grands échecs pour des raisons différentes. N'est-ce pas? Donc Haïti doit pouvoir regarder ailleurs, pas renoncer à sa géographie, à son histoire, mais par exemple en point bien objectif pour vous donner un exemple. Est-ce qu'Haïti doit continuer à avoir des relations diplomatiques avec Taïwan y excluant la Chine continentale? Voilà, c'est une question qui va bien au-delà d'un choix diplomatique. C'est une question profonde, parce que la Chine continentale est membre permanent du Conseil de sécurité, mais on voit très bien avec les projets faramineux des Chinois partout en Afrique, en Europe, en Amérique latine, la route de la soie, la deuxième route de la soie, enfin, qui pourrait jouer un rôle important. Mais je sais qu'il y a des forces à l'intérieur d'Haïti qui ne veulent pas cela, qui ont des liens privilégiés avec Taïwan. Et Taïwan fait une politique diplomatique, économique en Haïti qui donne des fruits, n'est-ce pas? Est-ce que ça suffit? Il faut qu'on se pose cette question, n'est-ce pas? Pour la sécurité, vous avez tout à fait raison. Je crois que l'expérience latino-américaine des luttes contre les gangs, avec plus ou moins de succès d'ailleurs, est essentielle. Est essentielle. À cet égard, je voudrais signaler qu'il y a un nouveau représentant de la BINU des Nations Unies en Haïti. C'est un Mexicain qui a été le médiateur du conflit au nom des Nations Unies, du conflit en Colombie, de la guerre civile en Colombie, et qui a joué un rôle très important. On ne parle pas de lui, on ne parle que de M. Ramlin, mais je crois que M. Masque a un rôle fondamental qu'il ne va pas se brûler le doigt en Haïti, étant donné son énorme expérience dans la médiation du conflit. Voilà, ça c'est des observations que je voudrais faire. Il y a un monde qui bouge, et Haïti doit bouger avec. Haïti doit être très attentif et ne pas être, comme l'histoire l'a démontré, simplement le vote qu'il manquait pour suspendre Cuba, le vote ceci, le vote cela. Je crois qu'Haïti doit avoir une diplomatie plus active et plus indépendante. Alors, pour finir, professeur Sintenfous, concernant la feuille de route proposée par l'OEA, quelle est l'attitude, bien, quelle est la bonne attitude devrait avoir le gouvernement haïtien? Je ne sais pas, je crois qu'ils sont tellement contents qu'avoir un nouveau secrétaire général nouveau de l'OEA, mais qui connaît bien Haïti, que supposément connaît bien Haïti, qui est intéressé, qui a proposé une feuille de route, qui a doublé le montant en une semaine, qu'il y aura une troisième version, une quatrième version. Ils sont ravis, n'est-ce pas? Ils sont tous autour de M. Ramdin. Voilà, ils ont réclamé au départ que la question de la sécurité n'était pas assez prise en compte. Donc, dans la deuxième monture, ça a été pris. Ils ont réclamé qu'Haïti ne va pas être entendu. Maintenant, il semble qu'ils font le chemin vers Washington. Il y a plusieurs représentants de ce PT à Washington qui peuvent en parler avec M. Ramlin. Donc, il a l'espérance, n'est-ce pas,
il a l'espérance, et c'est très positif. Je ne veux pas jeter la pierre à qui que ce soit. Seulement, ce que je sais, c'est de montrer les leçons récentes de l'histoire et des rapports entre Haïti et le monde, qui ne sont pas très positifs. Eh ben, merci en pile, professeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Sidelpuis. Merci beaucoup. C'est moi. Un bon week-end à tous et à vos auditeurs et vos auditrices. Voilà, merci. Merci, professeur. Je dis merci en pile.